Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 7 mars 2018, voici les titres du journal. Les trompettes de l'amitié entre Rabat et Yaoundé confirment l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun dans un contexte de visite des chantiers par le Premier ministre sur les sites de Garoua ce mercredi. Nous y allons dans un instant. Les trompettes d'Elekam sonnent la fin du suspense et annoncent 36 dossiers de candidature retenus pour les sénatoriales du 25 mars. Photographie générale à suivre dans ce journal. Les trompettes du 8 mars résonnent demain à travers le Cameroun. Les femmes sont en fête pour la 33e journée internationale à elles dédiée. Madame Chantal Biya, épouse du chef de l'État, présidera le défilé au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Voilà pour les titres. En ouverture du journal, regard prospectif sur un méga événement qui se prépare au Cameroun. L'Afrique culturelle et sportive est attendue chez nous dans 15 mois. La Coupe d'Afrique des Nations de football est au cœur de toutes les attentions présidentielles et gouvernementales. Et ce mercredi, le Premier ministre chef du gouvernement était sur le site de Garoua, visite des chantiers de construction et de réhabilitation des infrastructures de cette CAN 2019. De l'hôpital au stade en passant par l'aéroport, faisant le point de l'évaluation avec Danjuma Bobo Beloko à Garoua. C'est à 9h30 que le jet ayant à son bord, le Premier ministre chef du gouvernement a atterri à l'aéroport international de Garoua. Accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur Jean Abaté Edi et tout le Gotha politico-administratif et traditionnel, Philemon Yang entame sa visite au pas des charges par le centre hospitalier en construction à Garoua-Boclé. Puis, le cap est mis sur l'hôpital régional de Garoua et son service d'imagerie médicale. Autre étape importante de ce tour de chantier, l'hôtel Benoué en cours de réhabilitation. Les stades d'entraînement du Sénages, de Pumpumré, du centre technique de coton sport et sa pépinière de gazon prête à être déroulée. Suit le stade omnisport de Roumde Adia en passant par Rairé. Le Premier ministre boucle son tour du propriétaire par les 2 hôtels 4 étoiles qui sortent progressivement du sol et les installations de l'aéroport international de Garoua. À chaque étape, le président du comité interministériel de préparation de la CAN a vu, apprécié, écouté, interrogé, tout en se faisant expliquer la nature des travaux, leur niveau de réalisation et les délais de livraison, pour véritablement toucher du doigt les réalités des faits. Mais au-delà, il s'est agi aussi et surtout pour le Premier ministre chef du gouvernement de remobiliser les différents acteurs, question de mettre les bouchées doubles, passer de l'état d'avancement normal des travaux à la vitesse supérieure, mettre le turbo pour tenir les délais et gagner le pari de l'organisation de la CAN Total Cameroun 2019. Et sur ce projet, il n'y a plus d'équivoque. Le Maroc soutient le Cameroun pour l'organisation de la CAN 2019. La clarification a été faite hier, mardi, à Rabat, par la Fédération royale chérifienne de football et elle vient rassurer les Camerounais, tous mobilisés autour du président Paul Biya, dans une union sacrée pour le succès de cet événement. Et c'est là une confirmation du résultat et de l'entregent de la diplomatie du Cameroun. Charlie Mérinos Liato. Quand 2 grandes nations africaines montrent la voie à suivre. Au nom du sport, le Maroc et le Cameroun réaffirment leur lien de fraternité, aussi vieux que l'Union africaine. Pour ceux qui en doutaient encore, la déclaration de soutien du royaume chérifien à notre pays pour l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations traduit une relation constante qui sait se manifester chaque fois que la nécessité s'impose. Une longue relation nourrie par 2 leaders qui ont la confiance de leur peuple. Le roi Mohamed VI du Maroc et le président Paul Biya du Cameroun. Au lendemain de la brillante victoire des Lions indomptables à la CAN 2017, le roi du Maroc s'empressait déjà d'adresser des vives félicitations à son homologue Paul Biya. Un geste qui cachait déjà un soutien latent et la reconnaissance pour le mérite de ce grand pays de football africain.
Preuve qu'au-delà des résultats sportifs et des multiples batailles d'intérêts, la coopération entre le Cameroun et le Maroc a toujours su préserver l'intérêt des peuples. Dès à présent, ces deux pays du continent peuvent se serrer les coudes pour l'organisation réussie d'une compétition qui grandira davantage l'Afrique aux yeux du monde. Un acte qui n'est pas isolé car la diplomatie africaine a toujours su s'exprimer en tout temps pour le rayonnement du sport. Pour l'organisation de la CAN 2015 en Guinée équatoriale, le Gabon avait mis à disposition une vingtaine de bus pour le transport des équipes. En 2013, l'Afrique du Sud a volé au secours de la Libye en reprenant l'organisation de la compétition. Cette année, c'est le Maroc qui met à contribution son expertise pour que l'organisation de la toute première CAN à 24 soit une réalité au Cameroun. La presse internationale se réjouit globalement de cette clarification apportée par le Maroc et Raphaël Koa s'est entretenu ce mercredi avec deux observateurs du football africain. Regard croisé d'experts à suivre. Au commencement était une volonté politique exprimée par Paul Biya et portée à Addis Abeba en Éthiopie lors du conclave de la Confédération africaine de football d'octobre 2014 par la Fédération camerounaise de football. Et le Cameroun se voit attribuer l'organisation de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2019. Dans la suite, c'est toujours une volonté politique réaffirmée par le président de la République en personne en août et décembre dernier. La CAN 2019, c'est déjà demain. Et le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends l'engagement. La déclaration du président de la Fédération royale marocaine de football soutenant l'organisation de la CAN Total 2019 par le Cameroun consacre une autre victoire politico-diplomatique de Paul Biya. Dans la tourmente du doute sémée dans les esprits par divers signaux émis par certains médias sur le retard de cette fête du football africain à notre pays au profit du royaume chérifien, le chef de l'État a su user des canaux nécessaires pour clore le débat. Une fois de plus, c'est désormais clair, le Maroc n'est pas une solution de rechange. Le Maroc s'en tient à la décision du comité exécutif de la Confédération africaine de football, attribuant l'organisation de la CAN Total 2019 au Cameroun. Les plus fins observateurs de la sphère du ballon rond sur le continent ne se trompent pas d'ailleurs sur le sujet. Le chef de l'État, le président Paul Biya, a pris un engagement solennel. Tout sera prêt pour la CAN 2019. Qui peut donc mettre en doute les paroles d'un chef de l'État? Personne. Ni moi, petit journaliste de base, ni le président de la Confédération africaine de football. C'est une affaire qui est maintenant politique. Il y a une essence même dont on oublie toujours la dimension, c'est la politique dans le football. Le football est un vecteur de la politique, de la réussite d'un pays. Donc moi j'ai assez confiance à la mobilisation. Ainsi plane le sphinx Paul Biya qui disait déjà au lendemain de la victoire des Lions indomptables à Sydney il y a près de 18 ans. Lorsque l'on fixe des objectifs, l'on s'en donne les moyens et l'on y croit jusqu'au bout. Yes, we can 2019. Ça y est, Elections Cameroun met fin au suspense. Un conseil électoral spécial rendait public ce mercredi les candidatures validées pour les sénatoriales du 25 mars. Au total, 36 dossiers retenus sur les 42 reçus. Le président Eno Abrams Egbe annonce également que seuls deux partis, le RDPC et l'UNDP, vont compétir dans les 10 régions. Séverin Allegambele présente ici la cartographie générale de ces sénatoriales 2018. La fin de la session de plein droit du Conseil électoral d'Elections Cameroun a débouché ce mercredi sur la publication des listes des candidatures à l'élection des sénateurs, bien avant la date du 10 mars, le délai légal. Le Conseil électoral a réussi 42 listes de candidats. Après examen, 36 listes ont été acceptées, 16 rejetées et le Conseil électoral a enregistré un désistement du parti politique dans la région du centre. Sur les rejets, il est indiqué que les listes de l'UPC ont été mises de côté dans la Damawa, le nord et le sud-ouest. Les dossiers ont été jugés incomplets faute du cautionnement. Les listes du SDF ont été rejetées à l'est et à l'extrême nord, en plus du cas du désistement signalé dans le centre.
L'UNDP sollicite les suffrages dans toutes les circonscriptions électorales. Et, à l'image de l'ANDP, le premier jet de candidature publié par l'ECAM est porteur d'espoir. Nous avons mis le soin nécessaire à nous assurer que toutes les pièces des dossiers étaient conformes à la loi électorale. En conséquence, nous sommes venus simplement prendre acte de cette étape remportée. Nous serons prêts dans les 10 régions pour rencontrer les conseillers municipaux à travers eux-mêmes directement ou à travers ce qu'on appelle en sociologie électorale les prescripteurs, c'est-à-dire les personnes qui peuvent avoir une influence sur ces électeurs. Plus discret à la conférence de presse au Palais des Sports, le RDPC, en compétition dans toutes les circonscriptions, se félicite d'avoir fait valider ses listes. Il reste à gérer la campagne électorale qui commence bientôt et surtout les frustrations générées par les investitures. Le militant sollicite de la part du parti l'investiture. Ça signifie que cette investiture peut lui être accordée, mais qu'elle peut aussi lui être refusée. Pour diverses raisons, nous allons gérer, ce ne sont pas les premières frustrations que le parti a, nous allons les gérer et nos militants vont comprendre les critères parce que je crois que si le président national, si le vice-premier ministre ont mis le paquet pour retenir les meilleurs candidats, nos autres camarades vont comprendre cela. L'article 129 du Code électoral précise que les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel dans un délai maximum de 2 jours, suivant la publication des candidatures. Le Conseil constitutionnel reste dans l'actualité ce mercredi. Après les 11 membres installés hier mardi, c'était le tour du secrétaire général de la haute juridiction d'entrer en fonction. Malego Joseph était installé ce mercredi à Yaoundé au cours d'une audience solennelle conduite par le président Clément Tangana. Le reportage Eugène B. Voici l'acte solennel qui marque l'entrée officielle en fonction du tout premier secrétaire général du tout premier Conseil constitutionnel du Cameroun. Malego Joseph Assé est un haut magistrat qui traîne une longue et riche carrière professionnelle. Avec son entrée en fonction, la haute juridiction constitutionnelle de notre pays est désormais au grand complet. Nous avons dépassé l'étape des sentiments. C'est le moment de prendre les actions concrètes pour faire de sorte que l'institution va effectivement commencer. La tâche du secrétaire général consistera, sous l'autorité du président du Conseil constitutionnel, en la bonne administration du Conseil. Il devra assurer la coordination de tous les services techniques et administratifs du Conseil. C'est à lui également que revient la gestion des ressources humaines, matérielles et financières du Conseil constitutionnel. Clément Tangana lui demande de mettre un soin particulier à la préparation et à l'organisation du travail du Conseil constitutionnel. Une tâche que ce magistrat de 4e grade s'engage à remplir loyalement devant un parterre de grands corps de l'État et de nombreux invités. Riche actualité politique et la prise de fonction du secrétaire général du Conseil constitutionnel constitue ce mercredi un palier supplémentaire dans la consolidation de notre modèle démocratique qui connaît une véritable accélération en ce début d'année 2018. Et dans la mouvance de ces mutations politiques, reparlons ce soir du réaménagement gouvernemental du 2 mars dernier. Et c'est avec vous, Aimé Robert Bina. Bonsoir. Bonsoir Adèle. Vous êtes le rédacteur en chef ici à la CRTV Télévision. Et pour vous, ce réaménagement qui continue d'alimenter les débats peut être lu à travers le prisme d'une première grille, celle d'une autre main tendue du chef de l'État pour la résolution de cette crise qui perdure dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest. Assurément, la crise avait atteint un moment critique. Le chef de l'État, en maître du jeu, qui sait saisir les enjeux, se devait de reprendre la main. Il l'a fait de fort belle manière en répondant à certaines récriminations qui revenaient comme une litanie sur la représentativité de nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest dans les hautes sphères de l'État. Ainsi, les ministères de souveraineté ne sont plus un domaine réservé. Paul Biya a brisé le plafond de verre. C'est une nouvelle
nouvelle ère. Avec Paula Tangandji, ministre de l'administration territoriale, il tient les leviers de l'État par ses démembrements à travers les 58 préfets, les 360 sous-préfets et autres auxiliaires de l'administration qui répondent de lui sur l'ensemble du territoire national. Le professeur Nalova Lionga va pouvoir donner toute sa splendeur au sous-système éducatif anglophone qui attire au demeurant de tant de francophones, le ministère des enseignements secondaires, véritable mammouth avec au moins 4800 proviseurs à nommer. À force de viser les ministères régaliens, on n'a pas beaucoup parlé du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, Paul Tasson. À travers sa nomination, c'est tout le département du Lébialem dans la région du sud-ouest qui est dans la félicité, car jamais cette unité administrative n'avait vu un de ses fils entrer dans la cour des grands, celle des ministres de la République. Il y a là comme un processus d'identification projective des gouvernés qui se reconnaissent dans leur gouvernants. Et à force de parler des ministres entrants, on en vient à oublier que Philemon Yang, fils du Bouy dans la région du Nord-Ouest, a été reconduit dans sa fonction ô combien stratégique de Premier ministre chef du gouvernement. Philemon Yang a succédé à Inoni Ephraim qui a remplacé Peter Mafani Moussongai qui venait après Simon Achidiachou. Un quart de siècle que ça dure. Et dans le flot des réactions, on entend des questionnements sur certains choix ou sur certains profils. C'est vite oublié, comme le disait un chef d'État de l'Afrique de l'Ouest, que le fauteuil présidentiel n'est pas un banc à plusieurs places. Traduction, c'est une seule personne qui l'occupe et qui décide, fort de son pouvoir discrétionnaire. Et on peut également lire à travers ce réaménagement gouvernemental, Aimé Robert, une réelle volonté forte du chef de l'État, une tendance vers le rajeunissement et le renouvellement de cette équipe gouvernementale. Oui, Adèle, ce n'était qu'un réaménagement et pourtant les lignes ont profondément bougé avec ce vent de fraîcheur entre rajeunissement et renouvellement, vous l'avez dit. Les noms reviennent encore. Depuis vendredi dernier, Tora Galax Landry, le nouveau secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale, Oswald Baboké, directeur adjoint du cabinet civil à la présidence de la République, et Lung Pontier, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, et Lundoé Somba Gaston, ministre de l'eau et de l'énergie, Joseph Lé, ministre de la fonction publique. C'est une génération de cadres et de Kenka qui conforte ce rêve camerounais que tout est possible, même quand on vient du lointain Yokadouma, comme Armand Diodom, secrétaire d'État aux travaux publics. On peut incarner le renouvellement en parfaite synergie avec les aînés dans un bel alliage générationnel. Il y a là certainement des adjuvants de la stabilité du Cameroun, faire de la place aux jeunes sans faire une chasse en règle aux vieux. Et on peut le dire, le réaménagement gouvernemental du 2 mars consacre aussi l'accélération d'un processus voulu par tous les Camerounais, la décentralisation, concrétisation d'une promesse présidentielle. Il y a là tout un ministère dédié à cette décentralisation et au développement local. Absolument, et là encore, Paul Biya s'illustre par la cohérence de son action. La création des ministères dédiés à la décentralisation et au développement local confirme une option. Ceux qui nourrissent les rêves fédéralistes doivent définitivement les jeter à la mer. Car avec Paul Biya, on ne touchera pas à la forme de l'État. Il reste sur une ligne, sur la lignée des pères fondateurs et qui ont parfois payé de leur vie le long chemin vers l'indépendance, vers la réunification et vers l'unification. Paul Biya ne peut pas aujourd'hui, à 85 ans, renier les convictions profondes de toute une vie de sacralisation de l'unité nationale. Le Cameroun reste et restera donc un État unitaire décentralisé. Et longtemps, les politiques publiques ont patiné avec un ministère délégué qui était à l'étroit, disons-le. Désormais, un ministère dédié avec la plénitude des attributions va pouvoir donner le coup d'accélérateur annoncé au processus de décentralisation. Et nous pouvons ici convoquer Feu François Mitterrand qui disait en 1981 que la France a eu besoin d'un État centralisé pour se faire et maintenant elle a besoin d'un État décentralisé pour ne pas se défaire. En sommes-nous si loin? Pas du tout. Aimé Robert, merci d'être venu ce soir sur ce plateau pour ces décryptages. L'autre actualité politique, c'est la suite des travaux de la session parlementaire. L'Assemblée nationale a reçu 2 projets de loi ce mercredi, 2 textes qui portent ratification d'accords et de conventions présentés aux députés en séance plénière par le président Kavaye Guédibril. Clarisse Tang relève ce qu'il faut retenir à ce stade.
La première session ordinaire de l'année en cours en est à son 5e jour. C'est en début d'après-midi que la conférence des présidents a examiné les 2 projets de loi reçus. Des projets de loi jugés recevables par cette instance et immédiatement présentés à la Chambre entière, à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, par le chef de Chambre, en présence du vice-premier ministre, ministre en charge des relations avec les assemblées, Amadou Ali. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention entre les gouvernements camerounais et allemands relatifs aux impôts sur le revenu et sur la fortune dès son entrée en vigueur permettra le développement et l'accroissement des échanges dans le domaine du transport aérien, la circulation des personnes et des biens, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale entre le Cameroun et l'Allemagne. Ce projet de loi sera défendu par le ministre des Finances, assisté par le ministre des Relations extérieures devant la Commission des Affaires étrangères. Dans un environnement international marqué par le dynamisme et la complexification des opérations commerciales, les procès aboutissent souvent à de lourdes condamnations pécuniaires de nature à compromettre les objectifs de développement des États africains. Il est donc nécessaire de renforcer l'expertise et la capacité de négociation des États africains dans divers domaines. C'est tout l'intérêt du second texte présenté à la représentation nationale qui sera défendu devant la Commission des Affaires étrangères par le ministre de l'Économie, assisté par le ministre des Relations extérieures. L'actualité, c'est également à Douala la prise de commandement des chefs militaires récemment nommés à la tête des différentes unités à la 2e région militaire interarmée. Il s'agit du général de division Salimou Amadou et du général de brigade Elias Tungé installés ainsi que les commandants de forces de surface de la base aérienne 201 de Douala et du chef de la division régionale des anciens combattants et victimes de guerre pour le littoral. Une cérémonie de prise d'armes présidée par Joseph Betty-Assomon, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Retrouvons à Douala l'envoyé spécial Éric Benjamin Lamère. Le général de division Salimou Amadou, confirmé à la tête de la 2e région militaire interarmée, a à nouveau sacrifié au rituel de prise de commandement. La conséquence de l'éclatement de cette région militaire qui ne couvre plus désormais que les régions administratives du sud-ouest et du littoral. Il est donc le tout premier commandant de la 2e région militaire interarmée reconfigurée, tout comme le général de brigade Elias Tungé qui a pris le commandement de la 2e région de gendarmerie, elle aussi reconfigurée à la faveur des décrets signés le 21 février dernier. Le ministre de la Défense est également installé dans ses fonctions. Le commandant des forces de surface, en la personne du capitaine de vaisseau Emmanuel Kenfag-Ndogmo, avant que la boucle ne soit bouclée par le lieutenant-colonel Georges Christy Ngebaha comme commandant de la base aérienne 201 de Douala et le colonel Syriac Patrice Bomo comme chef de division régionale pour le littoral du secrétaire d'État à la Défense chez les anciens combattants et victimes de guerre. À ces chefs militaires, Joseph Betty-Assomon leur a rappelé la spécificité et la sensibilité de leur zone d'action et leur a demandé d'être efficaces, ce qui passe entre autres par de maintenir la discipline au sein de la troupe. Vous devez vous employer à appréhender judicieusement et rapidement votre nouvel environnement socio-politico-économico-sécuritaire. Vous évoluez dans une circonscription couvrant en partie la façade maritime de notre pays et de la sous-région, et qui de ce fait constitue une zone de confiance de grands enjeux stratégiques. Je vous prescris de poursuivre la planification et la conduite énergique des différentes opérations dans votre zone de responsabilité. La cérémonie de prise d'armes qui avait pour cadre la place des fêtes de Douala s'est achevée par une parade militaire et a connu la participation de l'essentiel de ce que Douala compte comme autorité, ainsi que de hauts responsables du commandement militaire. Nous restons à Douala pour ces bonnes perspectives pour l'industrie et les ménages. La France accorde un financement de près de 109 milliards au Cameroun pour le transport de l'électricité dans la capitale économique. Les 2 accords de financement étaient signés ce mercredi entre le ministre de l'économie Alamine Ousmane Mey et les plénipotentiaires français de la Société Générale, et c'était en présence de l'ambassadeur de France, son Excellence Gilles Thibault. Notre reporter Marie-Laurence Nké explique ici la portée de ce financement pour Douala. Le développement du secteur de l'énergie est l'un des piliers majeurs sur lesquels le Cameroun compte pour être émergent d'ici à 2035.
Les deux accords qui viennent d'être conclus vont contribuer à renforcer et à stabiliser les réseaux de transport d'électricité de la ville de Douala, qui se trouve dans une situation où la demande ne fait que s'accroître. Deux accords, dont l'un est un crédit acheteur d'environ 92 milliards de francs CFA et l'autre un crédit financier d'environ 17 milliards de francs CFA. C'est un projet qui pour nous fait sens et c'est pour cette raison que la Société Générale s'est positionnée et a proposé donc de financer 100% du contrat commercial. Ce projet va permettre de diversifier les zones de ravitaillement d'énergie vers la capitale économique, minimiser les risques de coupure avec les centres de distribution et de production d'énergie, également construire des réseaux de lignes de 90 kV en milieu urbain. Pour que, au plan économique, au plan social, nos entreprises ainsi que nos familles puissent bénéficier donc d'une énergie stable. Un pas décisif vers la concrétisation du vaste programme d'investissement public qui entre dans le cadre du projet de société du président Paul Biya. Et voici la grande enquête du 20h30 pour tenter de voir clair sur les raisons de la non-intégration des lauréats de la faculté de génie industriel de Douala au sein de l'Ordre national des ingénieurs du génie civil du Cameroun. 4 années après leur diplomation, plus de 300 de ces professionnels évoluent toujours dans la clandestinité. Explication sur une détresse de plus en plus perceptible, c'est une enquête de Oswald Modon. L'histoire aurait dû avoir un meilleur épilogue. Des études universitaires couronnées de succès et le monde du travail qui s'ouvre aux nouveaux ingénieurs du génie civil. Il ne manquait qu'une étape, l'adoubement par l'ordre national. Et c'est justement ce qui n'est pas arrivé. Déjà 4 promotions au pied de la dernière marche. Plus de 300 ingénieurs, des anciens de la filière du génie civil de la faculté de génie industriel de l'université de Douala pour l'essentiel. Nous n'avons pas accès aux emplois qui exigent par ailleurs qu'on doit être inscrit au tableau de l'ordre pour exercer légalement la profession. J'ai constaté en octobre que je ne recevais plus de notifications et lors de la rencontre annuelle, mon nom ne figurait pas sur la liste présente. Formé peut-être, diplômé sans doute, mais tout cela n'est pas assez pour être accueilli au sein de l'ordre. À partir du fait qu'au début nous avons reçu donc 2-3 demandes d'inscription à l'ordre et nous nous sommes dit bon, on va les admettre provisoirement le temps de faire un certain nombre de recherches. Nous avons donc reçu donc ce document, attestation, qui donnait donc un diplôme d'ingénieur en génie industriel spécialité génie civil. Le génie civil n'a rien à voir avec le génie industriel. Nous avons ici ce qu'on appelle les programmes harmonisés de formation des ingénieurs de génie civil. Au jour d'aujourd'hui, des établissements qui prétendent au Cameroun former des ingénieurs de génie civil ne respectent pas ces programmes harmonisés qui viennent du ministre de l'Enseignement supérieur. Ce serait donc là l'un des soucis. Une formation dispensée par des structures qui naissent quasiment tous les jours et dont les modules et les formateurs suscitent encore quelques interrogations. La mesure ne vise donc pas spécifiquement les lauréats de la faculté de génie industriel de l'université de Douala. Au-delà donc des problèmes de la FGI, au-delà des problèmes de l'ISS qui vient maintenant d'être transformé en école nationale supérieure polytechnique de Maroua, nous venons encore de créer une école polytechnique à Bamenda qui a une filière génie civil. Il est donc important que dès maintenant, on s'assure que les formations vont être dispensées avec les moyens minimum requis. Le ministre de l'Enseignement supérieur, saisi, a mis sur pied un cadre de concertation chargé de se pencher sur la question. Nous avons eu une première réunion qui tendait à en définir le contour. Et depuis donc que cette réunion s'est tenue en novembre, donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous attendons la convocation formelle donc d'une session de ce cadre de concertation. Les regards sont désormais tournés vers l'immeuble ministériel numéro 2. Là-bas résident les espoirs des deux parties. Pour les uns, le pass pour accéder à l'ordre et pour l'ordre, l'assurance de compter en son sein des ingénieurs dont la formation ne souffrira d'aucun doute. C'est à suivre certainement. Et parlons santé et de ces maladies graves que sont l'hypertension et le diabète, des pathologies examinées par les experts de la santé, membres de la Société camerounaise de cardiologie. Cette semaine à Yaoundé, ils tiennent leur 11e congrès depuis ce mercredi. Plus de 700 spécialistes sont ainsi venus d'Afrique et d'Europe pour faire avancer les connaissances dans ces divers domaines. Lucie Colette Avolo. Au
Cameroun, selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, 30% de Camerounais sont hypertendus. Si je vous dis que la prévalence est en augmentation, c'est frappant parce que nous avons par exemple dans la population adulte camerounaise 30% d'hypertendus, à peu près 6 à 10% de diabétiques, c'est beaucoup. Et c'est de là donc que viennent les complications, c'est-à-dire les accidents vasculaires cérébraux que nous observons, les insuffisances cardiaques, les insuffisances rénales qui vont nécessiter l'hémodialyse, les crises cardiaques qu'on observe de plus en plus. Si le diabète est une cause majeure de cécité, d'insuffisance rénale, d'accident cardiaque et d'amputation des membres inférieurs, le choix du thème n'est pas anodin. C'est pour ces raisons que les endocrinologues et les cardiologues se réunissent pour trouver les meilleures stratégies pour lutter contre ces deux maladies. Nous avons aussi invité des infirmiers. On leur apprend comment faire pour dire que définitivement cette personne est hypertendue. Ensuite, on leur apprend les signes de complications, les signes de gravité qui nécessitent par exemple d'envoyer le malade chez le spécialiste. Et ensuite, on leur apprend quels sont les traitements les plus simples, les plus efficaces pour prendre en charge ces maladies. Les travaux durent 3 jours. Et demain, la fête des femmes à travers le monde. Pour le Cameroun, Madame Chantal Biya, épouse du chef de l'État, va présider demain 8 mars donc à 11 h au boulevard du 20 mai le défilé marquant la célébration de cette 33e édition de la Journée internationale de la femme. C'est un communiqué signé du directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo. Et pour le programme de ce défilé, il y aura dès 7h30 l'arrivée des responsables du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, des équipes d'encadrement de ce défilé. À 8h30, la mise en place des différents défilants et des groupes d'animation. À 9h, l'arrivée des invités. 9h30, arrivée des autorités administratives. À 10h20, l'arrivée des chefs de mission diplomatiques et des représentants des organisations internationales invitées. À 10h30, arrivée des membres du gouvernement et assimilés invités. 10h40, arrivée de Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. À 10h45, la fin de la mise en place des personnalités au boulevard du 20 mai. À 11h, l'arrivée de Madame Chantal Biya, épouse du président de la République, accueillie par Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, remise du bouquet de fleurs, installation à la tribune, exécution de l'hymne national et puis le début du défilé. Vers 13h30, ce sera la fin de ce défilé, exécution de l'hymne de la femme, départ de Madame Chantal Biya, épouse du président de la République, du boulevard du 20 mai, et puis déjeuner sur invitation et la fin de cette célébration. Demain 8 mars donc, la 33e journée internationale de la femme à Yaoundé. Cette veille de célébration, les femmes de toutes les couches sociales peaufinaient déjà les préparatifs avant la grande parade au boulevard. Au programme, journée culturelle et gastronomique dans les administrations, réservation des espaces pour ces festivités également. Veille de fête à Yaoundé, voici l'ambiance décrite par Agnès Solange à Bessolo. Ici foisonnent les bons plats du terroir qui aiguisent l'appétit. C'est la journée culturelle et gastronomique au ministère des Arts et de la Culture. Les femmes ont bien voulu présenter les différents mets des aires culturelles, notamment l'aire culturelle soudano-sahélienne, Fambeti, Sawa et Grassfield. À l'occasion, les dames du Minac ont endossé les costumes traditionnels pour un défilé de mode coloré. Leurs collègues du ministère des Enseignements secondaires en ont fait autant. Le musée national est le théâtre de leur engagement public. Pas de place pour les frioritures dans ce cadre restreint. Les épouses des fonctionnaires de police, en cette veille de la célébration de la Journée internationale de la femme, ont investi les locaux du centre médical de police de Yaoundé. Si aujourd'hui les hommes sont au bureau pour travailler, nous venons le matin, nous faisons le ménage et puis on leur permet de travailler dans un environnement sain. Quand tu sais que ton épouse a fait le ménage quelque part le matin, elle a parfumé un peu de déodorant, mais je pense qu'aujourd'hui alors ils vont faire de très grandes choses dans les bureaux. Presque aussi exigeante que les tenanciers des cabarets et autres restaurants. Quelques spectacles sont annoncés ça et là pour agrémenter la journée du 8 mars. Les réservations sont faites.
Pour les commandes à la carte, l'on proposera des plats plus élaborés. Nous avons prévu du ndolé sauté, côte de porc, ndomba, nous avons du poulet et du poisson, aussi des rognons. En garniture, nous avons du plantain frit, pommes frites et du riz pilaf, aussi du plantain vapeur. La star du jour se fait déjà rare dans les grandes surfaces. Les stocks sont écoulés pour le grand bonheur de ces revendeuses à la sauvette qui en profitent pour surenchérir le pagne. La tribune, elle, reçoit un dernier coup de balai avant la grande parade des femmes ce jeudi au boulevard du 20 mai. Cette célébration ici à la rédaction était l'occasion d'aller à la rencontre de femmes exceptionnelles et ce soir nous vous amenons à la rencontre donc de l'une des premières femmes à la tête d'un village de 500 personnes. Sa Majesté Molo Jeanne d'Arc est depuis 30 ans maintenant chef de 3e degré de Bilik Bidik dans la commune des Bebda, région du centre. Autrefois fonctionnaire, cette mère de 2 enfants est maintenant la gardienne des valeurs ancestrales. Sa Majesté s'est confiée à notre reporter Daniel Menanga. Écoutez plutôt. Rassemblement à la Casa Palabre. Le chef a une importante communication pour la célébration du 8 mars. À Bilik Bindik, le chef est une femme, parmi les toutes premières au Cameroun. Sa Majesté Jeanne d'Arc règne ici depuis 30 ans. Mon père était chef et j'ai succédé à mon père. C'était en 1988 que j'ai été intronisée. Mon petit frère était très jeune et j'étais le seul enfant à mon père qui pouvait prendre la succession immédiatement. C'est pour ça que j'ai été candidat. Eneli Gérard, son père, lui a transmis les pouvoirs du trône. Ça, ce ne sont pas des choses qu'on parle. Il me cognait son front sur mon front et il prenait ma main droite et soulevait. Jeanne d'Arc Molo n'a que 32 ans à l'époque. Elle abandonne son poste de fonctionnaire des finances, ses rêves de femme, pour se consacrer à Bilik Bindik. Ça me manque, s'il faut dire la vérité, ça me manque de temps en temps, mais j'ai choisi, parce que quand on choisit servir le peuple, il ne faut pas le faire à moitié. Mais c'est avec une bonne dose de tact et de fermeté qu'elle dirige la chefferie de 3e degré. 7 hommes et 2 femmes l'entourent. Dans la vie de tous les jours, Sa Majesté Molo est maman, la femme de 62 ans, cuisine de bons petits plats pour sa maisonnée, l'illustration même de la femme accomplie dans un milieu aussi fermé que celui des chefferies traditionnelles en pays étonne. Chapeau, Majesté. Et dans les sports, voici Madame Ongandoa Simoa Stella. Elle est gendarme et karatéka. Elle porte haut l'étendard de sa génération et de son pays au championnat d'Afrique de karaté. Son portrait brossé par Pierre Evembe. C'est une gendarme qui sert sous les drapeaux. Je suis formée militairement, donc on t'envoie, tu pars seulement. 16e au classement mondial de karaté dans sa catégorie, un honneur salué par la gendarmerie nationale. Et pourtant, Stella Ongandoa s'est fait la part des choses dans ces 3 dimensions. Quand je suis au travail, je fais mon travail. Quand je suis dans mon milieu sportif, je fais le sport. Et quand je suis à la maison, je joue mon rôle de fille, de mère, de copine. Sa hiérarchie, ancienne athlète de haut niveau, veille au grain sur l'encadrement. En faisant le sport, elle a en même temps les facultés intrinsèques, physiques intrinsèques, pour se défendre en cas d'attaque. Et c'est ça que je demande à tout le personnel féminin qui, en réalité, sert sous le drapeau, qui doit se comporter en Amazone. Loin des vareuses et autres tenues camouflées, Stella Ongandoa rentre pleinement dans un autre univers où elle sait si bien défendre les couleurs du pays. La vie, c'est un combat, il faut se battre pour arriver. Et quand on veut atteindre un objectif, il faut se donner les moyens. Donc, par exemple, moi j'ai voulu être champion d'Afrique aujourd'hui. Je me suis battue pour arriver, pour pouvoir obtenir le titre de champion d'Afrique. Aujourd'hui, je suis gendarme, j'ai supporté toute la formation, toute la manœuvre. Aujourd'hui, je suis fière.
Elle portera son cabas le 8 mars tout en présentant ses faits d'armes dans l'émergence de son pays, le Cameroun. D'autres dames, les femmes des services du Premier ministre, donnaient à voir ce mercredi leurs divers talents en prélude à cette célébration de demain. Elles ont dansé, elles ont présenté des défilés de mode et des dégustations des plats du terroir pour des moments d'exhibition de notre diversité culturelle si riche. Laurentine Bekono raconte. Afrique en miniature, le Cameroun est une mosaïque à travers ses 4 ais culturels. Cette diversité se reflète également sur les tenues vestimentaires des femmes de la primature. Elles donnent à voir dans un défilé de mode en prélude au 8 mars. Qu'il s'agisse de l'ère culturelle Sawa, de l'ère Fambeti, des grasses-files ou de l'ère soudano-sahélienne, les femmes exposent des modèles variés, surtout expriment leur bravoure en exécutant ce rite ancestral. À côté des vêtements, les mets culinaires expriment aussi la diversité camerounaise. Il en est de même pour l'artisanat, des produits qui permettent de promouvoir le dialogue des cultures et le vivre ensemble. Même en matière culinaire, vestimentaire et artisanale, le Cameroun se présente comme un pays uni dans sa diversité. Un 8 mars, sous les premiers cris des bébés au Crasser, le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie et reproduction humaine a vu la naissance ce 7 mars de 4 bébés, 2 garçons et 2 filles. Et parmi les couples, une maman comblée qui confie sa joie à notre reporter, Joseph Clément Ongba. Vivant dans sa Belgique natale, ce citoyen flamand a été convaincu par son épouse, naturalisée belge mais d'origine camerounaise, de venir tenter une expérience de fécondation in vitro au Crasser. Et c'est concluant avec au bout du parcours une jolie fillette. Je viens de Belgique. On a décidé de faire confiance au professeur. Et voilà le résultat. On a bien fait. Pour aboutir à cette naissance, l'équipe du professeur Kassia aura surmonté l'endométriose dont elle souffrait. On appelle de certaines substances qui tuent les spermatozoïdes et ça fait que la femme ne pourra pas tomber enceinte. On a stimulé et puis on a pu obtenir une grossesse par les techniques d'ici que nous pratiquons habituellement ici. C'est-à-dire qu'on a pris les spermatozoïdes, on a pris les ovocytes et on a fait faire la fécondation et on a replacé dans son utérus. Désormais mère d'une fille, après plusieurs années de mariage sans enfant, une autre maman est venue de Pointe-Noire au Congo. Je réside au Congo, Congo-Brazza, plus précisément la ville de Pointe-Noire. J'ai fait part de ça à mon mari, je suis venu au Cameroun, je suis venu à Yaoundé, j'ai pris des renseignements. Bon, comme vous voyez là, c'est comme ça. Parmi les 4 bébés, 2 garçons, dont celui-ci, il redonne sourire à une maman après une dizaine d'années de mariage sans enfant également. Elle est toute reconnaissante à l'endroit de Madame Chantal Biya. C'est un sentiment de joie, de bonheur, de rêve qui se réalise. Je voudrais remercier d'abord le Seigneur qui nous a permis d'être ici et surtout à Madame Chantal Biya qui connaît vraiment les problèmes véritables des femmes par ses œuvres humanitaires et par la création de ce centre qui a permis de résoudre bon nombre de problèmes de fertilité dans les couples. Les enfants se portent comme un charme, leur maman aussi. En cette veille du 8 mars, ces naissances sont une belle fleur offerte à la femme camerounaise. Les dames de la CRTV également dans la mouvance du 8 mars, elles ont fait d'hier mardi un jour de fête au foyer des enfants malvoyants de Lonkak ici à Yaoundé. Les dames de la CRTV sont allées soulager les souffrances de ces enfants défavorisés. Pour leur donner un peu de sourire, elles ont offert des denrées alimentaires et des appareils électroménagers dans le cadre des festivités de ce 8 mars donc. Catherine Toulou et Langa étaient de cette fête. Des moments de forte émotion passés autour de ces enfants vulnérables. Les femmes de la CRTV sont venues en masse soutenir ces enfants du foyer des aveugles et malvoyants et défavorisés de Lonkak. On veut leur donner l'espoir un peu qu'ils ne sont pas oubliés et aussi appuyer la coordinatrice de ce foyer, l'aider à bien s'occuper des enfants.
Cette descente humanitaire fait partie des activités organisées en prélude à la Journée internationale de la femme. Dans leurs mains, des denrées alimentaires, mais aussi des appareils électroménagers pour aider ce foyer à mieux organiser son quotidien. Ces dames de cœur de la CRTV sont reparties certainement le cœur en peine, mais avec la satisfaction d'avoir accompli un devoir, celui de mère de l'humanité. À l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, les dames là-bas donnaient une conférence débat dans le grand amphithéâtre de l'école. 2 intervenants pour décrypter les 2 thématiques du jour, femmes, paix et sécurité, et femmes et réseaux sociaux. Le compte rendu, Inès Magou. L'ENAM veut se positionner comme un acteur majeur dans le partenariat pour le développement durable, d'où la rencontre organisée ce jour à Yaoundé pour débattre de son rôle dans les questions de paix et de sécurité au Cameroun. Les femmes aimeraient savoir comment elles peuvent, comprendre ces problèmes et quel pourrait être leur rapport. Durant cet échange, les femmes, les étudiants et les enseignants de l'ENAM ont été édifiés sur 2 thématiques centrales, femmes, paix et sécurité, femmes et réseaux sociaux. Dans le contexte qui est le nôtre, les femmes sont mieux placées que quiconque pour déceler les signes de radicalisation de nos jeunes. De ce point de vue, elles devraient être au cœur des dispositifs. Il est question pour elles de savoir quelles sont les règles sur Internet, comment est-ce qu'on doit publier, quelles sont les dérives qui peuvent arriver et comment est-ce qu'elles peuvent contrecarrer. Ce moment de réflexion constitue la cerise sur le gâteau d'une semaine d'activités intenses et de communion. Conférence débat également au cabinet conseil en ressources humaines au BIV. Une conférence à l'intention des femmes entrepreneurs avec l'appui du JICAM, du BIT et de ONU Femmes. Le thème « Comme elles devenaient leaders ». Il s'est agi de développer les capacités de ces dames au Cameroun, selon les vœux du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le professeur Marie-Thérèse Abenandoa, marraine de l'événement. Florence Ngwangele. Voici les 15 visages de l'entrepreneuriat féminin au Cameroun. Au cours de cette conférence sur le leadership féminin, il a été question pour le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, professeur Marie-Thérèse Abenandoa, les responsables du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, le Bureau international du travail, BIT, et ONU Femmes, de donner des outils nécessaires aux participantes pour devenir elles aussi leaders dans leurs différents secteurs d'activité. Donc nous sommes là pour tout simplement pour montrer que la femme au travail, c'est une femme qui contribue à part entière à l'émergence de son pays. Aujourd'hui, nous invitons nos jeunes sœurs, nos filles, à suivre également ce parcours-là, à créer. Les exposés et les échanges au cours de cette conférence vont à coup sûr aider ces femmes d'affaires, salariées d'entreprise ou agents d'administration à transformer leurs affaires. Les femmes, c'est aussi dans la politique au Cameroun et Elections Cameroun encourage ces dames dans la région de l'Est à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Cette activité menée là-bas s'inscrivait dans le cadre de la Journée internationale de la femme 2018 à l'initiative d'Elecam en partenariat avec ONU Femmes. Le reportage de Denis Amand à Berthois. Elles étaient toutes là, sans distinction de rang social, déterminées de remplir leurs devoirs citoyens, s'inscrire sur la liste électorale afin de prendre part aux différents scrutins. Cette initiative d'Elections Cameroun, en partenariat avec ONU Femmes, vise à donner à la jeunesse féminine son véritable poids électoral, tout en lui permettant de prendre une part active à la vie politique de son pays. Il est question que les uns et les autres sachent que la femme a des compétences et que ces compétences peuvent être mises à disposition du pays, de tout un territoire pour son développement durable. Une campagne que promeut le gouvernement qui invite tous les citoyens en âge de voter à s'inscrire sur les listes électorales. Il était temps de les inviter à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour prendre part aux activités politiques de notre pays. Avec une telle mobilisation des filles et femmes de l'Est pour les inscriptions sur les listes électorales, il ne sera pas surprenant que le taux d'enrôlement s'améliore de façon considérable dans la région de l'Est.
Terminons en beauté et c'est déjà la fête de ce 8 mars avec Charlotte Dipanda au Cameroun. La diva de la musique était ce jour face à la presse pour présenter son 4e album et annoncer des spectacles qu'elle va mener ici au Cameroun et ailleurs et parler également de sa fondation, cette fondation qu'elle impulse avec l'énergie qu'on lui connaît. Voici le compte rendu de cette rencontre avec Christian Batchegane. C'est une Charlotte Dipanda tout sourire et épanouie qui se présente ce jour à la presse, portant dans ses bras un nouveau bébé musical baptisé « Un jour dans ma vie », son 4e album. Ces titres d'un savoureux mélange de genres entre makossa, ballades, sons et rythmes langoureux et enlevés, du riche magma de notre hybridité culturelle. Devant un public d'hommes et de femmes de médias émus, séduits et conquis, Charlotte n'a éludé aucune question. Son album, sa vie conjugale, The Voice. Une voix chaude et joyeuse, le propos juste, la mine affable, matinée d'émotions, la verve et la volupté étonnante de sobriété. Son 4e album aborde des sujets aussi variés que l'amour, l'amitié, Dieu, la fraternité. Elle se produira en spectacle le 29 mars prochain au Castel Hall de Douala et le 31 du même mois au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Une musique qui se nourrit à la sève de l'amour, un vrai rayon de soleil dans une journée nuageuse. Charlotte Dipanda pour le 8 mars et les femmes au Cameroun. La fin du 20h30 préparée avec la collaboration de Marie-Laurence Nké. Vous aurez le minuit avec Nicole Doudou et Baldwin Sama. Immédiatement sur cette antenne, le grand documentaire signé par Séverin Alégambélé sur la vie et l'œuvre de Joseph-Charles Doumbia, le défunt secrétaire général du RDPC. Très belle soirée sur la CIAR TV et d'avance une très belle fête à toutes les femmes. À demain, 20h30. Acheteur d'environ 92 milliards de francs CFA et l'autre un crédit financier d'environ 17 milliards de francs CFA. C'est un projet qui pour nous fait sens et c'est pour cette raison que la Société Générale s'est positionnée et a proposé donc de financer 100% du contrat commercial. Ce projet va permettre de diversifier les zones de ravitaillement d'énergie vers la capitale économique, minimiser les risques de coupure avec les centres de distribution et de production d'énergie, également construire des réseaux de lignes de 90 kV en milieu urbain. Pour que, au plan économique, au plan social, nos entreprises ainsi que nos familles puissent bénéficier donc d'une énergie stable. Un pas décisif vers la concrétisation du vaste programme d'investissement public qui entre dans le cadre du projet de société du président Paul Biya. Et voici la grande enquête du 20h30 pour tenter de voir clair sur les raisons de la non-intégration des lauréats de la faculté de génie industriel de Douala au sein de l'Ordre national des ingénieurs du génie civil du Cameroun. 4 années après leur diplomation, plus de 300 de ces professionnels évoluent toujours dans la clandestinité. Explication sur une détresse de plus en plus perceptible, c'est une enquête de Oswald Modon. L'histoire aurait dû avoir un meilleur épilogue. Des études universitaires couronnées de succès et le monde du travail qui s'ouvre aux nouveaux ingénieurs du génie civil. Il ne manquait qu'une étape, l'adoubement par l'ordre national. Et c'est justement ce qui n'est pas arrivé. Déjà 4 promotions au pied de la dernière marche. Plus de 300 ingénieurs, des anciens de la filière du génie civil de la faculté de génie industriel de l'université de Douala pour l'essentiel. Nous n'avons pas accès aux emplois qui exigent par ailleurs qu'on doit être inscrit au tableau de l'ordre pour exercer légalement la profession. J'ai constaté en octobre que je ne recevais plus de notifications et lors de la rencontre annuelle, mon nom ne figurait pas sur la liste présente. Formé peut-être, diplômé sans doute, mais tout cela n'est pas assez pour être accueilli au sein de l'ordre. À partir du fait qu'au début nous avons reçu donc 2-3 demandes d'inscription à l'ordre et nous nous sommes dit bon, on va les admettre provisoirement le temps de
faire un certain nombre de recherches. Nous avons donc reçu donc ce document, attestation, qui donnait donc un diplôme d'ingénieur en génie industriel, spécialité génie civil. Le génie civil n'a rien à voir avec le génie industriel. Nous avons ici ce qu'on appelle les programmes harmonisés de formation des ingénieurs de génie civil. Au jour d'aujourd'hui, des établissements qui prétendent au Cameroun former des ingénieurs de génie civil ne respectent pas ces programmes harmonisés qui viennent du ministre de l'Enseignement supérieur. Ce serait donc là l'un des soucis. Une formation dispensée par des structures qui naissent quasiment tous les jours et dont les modules et les formateurs suscitent encore quelques interrogations. La mesure ne vise donc pas spécifiquement les lauréats de la faculté de génie industriel de l'université de Douala. Au-delà donc des problèmes de la FGI, au-delà des problèmes de l'ISS qui vient maintenant d'être transformé en école nationale supérieure polytechnique de Maroua, nous venons encore de créer une école polytechnique à Bamenda qui a une filière génie civil. Il est donc important que dès maintenant, on s'assure que les formations vont être dispensées avec les moyens minimums requis. Le ministre de l'Enseignement supérieur, saisi, a mis sur pied un cadre de concertation chargé de se pencher sur la question. Nous avons eu une première réunion qui tendait à en définir le contour. Et depuis donc que cette réunion s'est tenue en novembre, donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous attendons la convocation formelle donc d'une session de ce cadre de concertation. Les regards sont désormais tournés vers l'immeuble ministériel numéro 2. Là-bas résident les espoirs des deux parties. Pour les uns, le pass pour accéder à l'ordre et pour l'autre, l'assurance de compter en son sein des ingénieurs dont la formation ne souffrira d'aucun doute. C'est à suivre certainement. Et parlons santé et de ces maladies graves que sont l'hypertension et le diabète, des pathologies examinées par les experts de la santé, membres de la Société camerounaise de cardiologie. Cette semaine à Yaoundé, ils tiennent leur 11e congrès depuis ce mercredi. Plus de 700 spécialistes sont ainsi venus d'Afrique et d'Europe pour faire avancer les connaissances dans ces divers domaines. Lucie Colette Avolo. Au Cameroun, selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, 30% de Camerounais sont hypertendus. Si je vous dis que la prévalence est en augmentation, c'est frappant parce que nous avons par exemple dans la population adulte camerounaise 30% d'hypertendus, à peu près 6 à 10% de diabétiques, c'est beaucoup. Et c'est de là donc que viennent les complications, c'est-à-dire les accidents vasculaires cérébraux que nous observons, les insuffisances cardiaques, les insuffisances rénales qui vont nécessiter l'hémodialyse, les crises cardiaques qu'on observe de plus en plus. Si le diabète est une cause majeure de cécité, d'insuffisance rénale, d'accidents cardiaques et d'amputation des membres inférieurs, le choix du thème n'est pas anodin. C'est pour ces raisons que les endocrinologues et les cardiologues se réunissent pour trouver les meilleures stratégies pour lutter contre ces deux maladies. Nous avons aussi invité des infirmiers. On leur apprend comment faire pour dire que définitivement cette personne est hypertendue. Ensuite, on leur apprend les signes de complications, les signes de gravité qui nécessitent par exemple d'envoyer le malade chez le spécialiste. Et ensuite, on leur apprend quels sont les traitements les plus simples, les plus efficaces pour prendre en charge ces maladies. Les travaux durent 3 jours. Et demain, la fête des femmes à travers le monde. Pour le Cameroun, Madame Chantal Biya, épouse du chef de l'État, va présider demain 8 mars donc. Joseph Assé est un haut magistrat qui traîne une longue et riche carrière professionnelle. Avec son entrée en fonction, la haute juridiction constitutionnelle de notre pays est désormais au grand complet. Nous avons dépassé l'étape des sentiments. C'est le moment de prendre les actions concrètes pour faire de sorte que l'institution va effectivement commencer. La tâche du secrétaire général consistera sous l'autorité du président du Conseil constitutionnel en la bonne administration du Conseil. Il devra assurer la coordination de tous les services techniques et administratifs du Conseil. C'est à lui également que revient la gestion des ressources humaines, matérielle et financière du Conseil constitutionnel. Clément Atangna lui demande de mettre un soin particulier à la préparation et à l'organisation du travail du Conseil constitutionnel. Une tâche que ce magistrat de 4e grade s'engage à remplir loyalement devant un parterre de grands corps de l'État et de nombreux invités.
Riche actualité politique et la prise de fonction du secrétaire général du Conseil constitutionnel constitue ce mercredi un palier supplémentaire dans la consolidation de notre modèle démocratique qui connaît une véritable accélération en ce début d'année 2018. Et dans la mouvance de ces mutations politiques, reparlons ce soir du réaménagement gouvernemental du 2 mars dernier. Et c'est avec vous, Aimé Robert Bina. Bonsoir. Bonsoir Adèle. Vous êtes le rédacteur en chef ici à la CRTV Télévision. Et pour vous, ce réaménagement qui continue d'alimenter les débats peut être lu à travers le prisme d'une première grille, celle d'une autre main tendue du chef de l'État pour la résolution de cette crise qui perdure dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Assurément, la crise avait atteint un moment critique. Le chef de l'État, en maître du jeu, qui sait saisir les enjeux, se devait de reprendre la main. Il l'a fait de fort belle manière en répondant à certaines récriminations qui revenaient comme une litanie sur la représentativité de nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest dans les hautes sphères de l'État. Ainsi, les ministères de souveraineté ne sont plus un domaine réservé. Paul Biya a brisé le plafond de verre. C'est une nouvelle ère. Avec Paula Tangandji, ministre de l'administration territoriale, il tient les leviers de l'État par ses démembrements à travers les 58 préfets, les 360 sous-préfets et autres auxiliaires de l'administration qui répondent de lui sur l'ensemble du territoire national. Le professeur Nalova Lionga va pouvoir donner toute sa splendeur au sous-système éducatif anglophone qui attire au demeurant de tant de francophones, le ministère des enseignements secondaires, véritable mammouth avec au moins 4800 proviseurs à nommer. À force de viser les ministères régaliens, on n'a pas beaucoup parlé du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, Paul Tasson. À travers sa nomination, c'est tout le département du Lébialem dans la région du sud-ouest qui est dans la félicité, car jamais cette unité administrative n'avait vu un de ses fils entrer dans la cour des grands, celle des ministres de la République. Il y a là comme un processus d'identification projective des gouvernés qui se reconnaissent dans leur gouvernants. Et à force de parler des ministres entrants, on en vient à oublier que Philemon Yang, fils du Bouy dans la région du Nord-Ouest, a été reconduit dans sa fonction ô combien stratégique de Premier ministre chef du gouvernement. Philemon Yang a succédé à Inoni Ephraim qui a remplacé Peter Mafani Moussongai qui venait après Simon Achidiachou. Un quart de siècle que ça dure. Et dans le flot des réactions, on entend des questionnements sur certains choix ou sur certains profils. C'est vite oublié, comme le disait un chef d'État de l'Afrique de l'Ouest, que le fauteuil présidentiel n'est pas un banc à plusieurs places. Traduction, c'est une seule personne qui l'occupe et qui décide, fort de son pouvoir discrétionnaire. Et on peut également lire à travers ce réaménagement gouvernemental, Aimé Robert, une réelle volonté forte du chef de l'État, une tendance vers le rajeunissement et le renouvellement de cette équipe gouvernementale. Oui, Adèle, ce n'était qu'un réaménagement et pourtant les lignes ont profondément bougé avec ce vent de fraîcheur entre rajeunissement et renouvellement, vous l'avez dit. Les noms reviennent encore. Depuis vendredi dernier, Tora Galax Landry, le nouveau secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale, Oswald Baboké, directeur adjoint du cabinet civil à la présidence de la République, et Lung Pontier, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, et Lundo Somba Gaston, ministre de l'eau et de l'énergie, Joseph Lé, ministre de la fonction publique. C'est une génération de cadres et de Kenka qui conforte ce rêve camerounais que tout est possible, même quand on vient du lointain Yokadouma, comme Armand Diodom, secrétaire d'État aux travaux publics. On peut incarner le renouvellement en parfaite synergie avec les aînés dans un bel alliage générationnel. Il y a là certainement des adjuvants de la stabilité du Cameroun, faire de la place aux jeunes sans faire une chasse en règle aux vieux. Et on peut le dire, le réaménagement gouvernemental du 2 mars consacre aussi l'accélération d'un processus voulu par tous les Camerounais, la décentralisation, concrétisation d'une promesse présidentielle. Il y a là tout un ministère dédié à cette décentralisation et au développement local. Absolument, et là encore, Paul Biya s'illustre par la cohérence de son action. La création des ministères dédiés à la décentralisation et au développement local confirme une option. Ceux qui nourrissent les rêves fédéralistes doivent définitivement les jeter à la mer.
car avec Paul Biya, on ne touchera pas à la forme de l'État. Il reste sur une ligne, sur la lignée des pères fondateurs et qui ont parfois payé de leur vie le long chemin vers l'indépendance, vers la réunification et vers l'unification. Paul Biya ne peut pas aujourd'hui, à 85 ans, renier les convictions profondes de toute une vie de sacralisation de l'unité nationale. Au commencement était une volonté politique exprimée par Paul Biya et portée à Addis Abeba, en Éthiopie, lors du conclave de la Confédération africaine de football d'octobre 2014 par la Fédération camerounaise de football. Et le Cameroun se voit attribuer l'organisation de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2019. Dans la suite, c'est toujours une volonté politique réaffirmée par le président de la République en personne, en août et décembre dernier. La CAN 2019, c'est déjà demain. Et le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends l'engagement. La déclaration du président de la Fédération royale marocaine de football soutenant l'organisation de la CAN Total 2019 par le Cameroun consacre une autre victoire politico-diplomatique de Paul Biya. Dans la tourmente du doute sémée dans les esprits par divers signaux émis par certains médias sur le retard de cette fête du football africain à notre pays au profit du royaume chérifien, le chef de l'État a su user les canaux nécessaires pour clore le débat. Une fois de plus, c'est désormais clair, le Maroc n'est pas une solution de rechange. Le Maroc s'en tient à la décision du comité exécutif de la Confédération africaine de football, attribuant l'organisation de la CAN Total 2019 au Cameroun. Les plus fins observateurs de la sphère du ballon rond sur le continent ne se trompent pas d'ailleurs sur le sujet. Le chef de l'État, le président Paul Biya, a pris un engagement solennel. Tout sera prêt pour la CAN 2019. Qui peut donc mettre en doute les paroles d'un chef de l'État? Personne. Ni moi, petit journaliste de base, ni le président de la Confédération africaine de football. C'est une affaire qui est maintenant politique. Il y a une essence même dont on oublie toujours la dimension, c'est la politique dans le football. Le football est un vecteur de la politique de la réussite d'un pays. Donc, moi, j'ai assez confiance à la mobilisation. Ainsi plane le sphinx Paul Biya, qui disait déjà, au lendemain de la victoire des Lions indomptables, assignés il y a près de 18 ans, lorsque l'on fixe des objectifs, l'on s'en donne les moyens et l'on y croit jusqu'au bout. Yes, we can 2019. Ça y est, Elections Cameroun met fin au suspense. Un conseil électoral spécial rendait public ce mercredi les candidatures validées pour les sénatoriales du 25 mars. Au total, 36 dossiers retenus sur les 42 reçus. Le président Eno Abrams Egbe annonce également que seuls deux partis, le RDPC et l'UNDP, vont compétir dans les 10 régions. Séverin Allegambele présente ici la cartographie générale de ces sénatoriales 2018. La fin de la session de plein droit du Conseil électoral d'Elections Cameroun a débouché ce mercredi sur la publication des listes des candidatures à l'élection des sénateurs, bien avant la date du 10 mars, le délai légal. Le Conseil électoral a réussi 42 listes de candidats. Après examen, 36 listes ont été acceptées, 16 rejetées et le Conseil électoral a enregistré un désistement du parti politique dans la région du centre. Sur les rejets, il est indiqué que les listes de l'UPC ont été mises de côté dans la Damawa, le nord et le sud-ouest. Les dossiers ont été jugés incomplets faute du cautionnement. Les listes du SDF ont été rejetées à l'est et à l'extrême nord, en plus du cas du désistement signalé dans le centre. L'UNDP sollicite les suffrages dans toutes les circonscriptions électorales. Et, à l'image de l'ANDP, le premier jet de candidature publié par l'ECAM est porteur d'espoir. Nous avons mis le soin nécessaire à nous assurer que toutes les pièces des dossiers étaient conformes à la loi électorale. En conséquence, nous sommes venus simplement prendre acte de cette étape remportée. Nous serons prêts dans les 10 régions pour rencontrer les conseillers municipaux à travers eux-mêmes directement ou à travers ce qu'on appelle en sociologie électorale des prescripteurs, c'est-à-dire les personnes qui ont peu une influence sur ces électeurs. Plus discret à la conférence de presse au Palais des Sports, le RDPC, en compétition dans toutes les circonscriptions, se félicite d'avoir fait valider ces listes.
Il reste à gérer la campagne électorale qui commence bientôt et surtout les frustrations générées par les investitures. Le militant sollicite de la part du parti l'investiture. Ça signifie que cette investiture peut lui être accordée, mais qu'elle peut aussi lui être refusée. Pour diverses raisons, nous allons gérer, ce ne sont pas les premières frustrations que le parti a, nous allons les gérer et nos militants vont comprendre les critères parce que je crois que si le président national, si le vice-premier ministre ont mis le paquet pour retenir les meilleurs candidats, nos autres camarades vont comprendre cela. L'article 129 du Code électoral précise que les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel dans un délai maximum de 2 jours, suivant la publication des candidatures. Le Conseil constitutionnel reste dans l'actualité ce mercredi. Après les 11 membres installés hier mardi, c'était le tour du secrétaire général de la haute juridiction d'entrer en fonction. Malego Joseph était installé ce mercredi à Yaoundé au cours d'une audience solennelle conduite par le président Clément Tangana. Le reportage Eugène B. Voici l'acte solennel qui marque l'entrée officielle en fonction du tout premier secrétaire général du tout premier Conseil constitutionnel du Cameroun. Le Cameroun reste et restera donc un État unitaire décentralisé. Et longtemps, les politiques publiques ont patiné avec un ministère délégué qui était à l'étroit, disons-le. Désormais, un ministère dédié avec la plénitude des attributions va pouvoir donner le coup d'accélérateur annoncé au processus de décentralisation. Et nous pouvons ici convoquer Feu François Mitterrand qui disait en 1981 que la France a eu besoin d'un État centralisé pour se faire et maintenant elle a besoin d'un État décentralisé pour ne pas se défaire. En sommes-nous si loin? Pas du tout. Aimé Robert, merci d'être venu ce soir sur ce plateau pour ces décryptages. L'autre actualité politique, c'est la suite des travaux de la session parlementaire. L'Assemblée nationale a reçu 2 projets de loi ce mercredi, 2 textes qui portent ratification d'accords et de conventions présentés aux députés en séance plénière par le président Kavaye Guédibril. Clarisse Tang relève ce qu'il faut retenir à ce stade. La première session ordinaire de l'année en cours en est à son 5e jour. C'est en début d'après-midi que la conférence des présidents a examiné les 2 projets de loi reçus. Des projets de loi jugés recevables par cette instance et immédiatement présentés à la Chambre entière, à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, par le chef de Chambre, en présence du vice-premier ministre, ministre en charge des relations avec les assemblées, Amadou Ali. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention entre les gouvernements camerounais et allemands relatifs aux impôts sur le revenu et sur la fortune dès son entrée en vigueur permettra le développement et l'accroissement des échanges dans le domaine du transport aérien, la circulation des personnes et des biens, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale entre le Cameroun et l'Allemagne. Ce projet de loi sera défendu par le ministre des Finances, assisté par le ministre des Relations extérieures devant la Commission des Affaires étrangères. Dans un environnement international marqué par le dynamisme et la complexification des opérations commerciales, les procès aboutissent souvent à de lourdes condamnations pécuniaires de nature à compromettre les objectifs de développement des États africains. Il est donc nécessaire de renforcer l'expertise et la capacité de négociation des États africains dans divers domaines. C'est tout l'intérêt du second texte présenté à la représentation nationale qui sera défendu devant la Commission des Affaires étrangères par le ministre de l'Économie, assisté par le ministre des Relations extérieures. L'actualité, c'est également à Douala la prise de commandement des chefs militaires récemment nommés à la tête des différentes unités à la 2e région militaire interarmée. Il s'agit du général de division Salimou Amadou et du général de brigade Elias Tungé installés ainsi que les commandants de forces de surface de la base aérienne 201 de Douala et du chef de la division régionale des anciens combattants et victimes de guerre pour le littoral. Une cérémonie de prise d'armes présidée par Joseph Betty-Assomon, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Retrouvons à Douala l'envoyé spécial Éric Benjamin Lamère. Le général de division Salimou Amadou, confirmé à la tête de la 2e région militaire interarmée,
a à nouveau sacrifié au rituel de prise de commandement. La conséquence de l'éclatement de cette région militaire qui ne couvre plus désormais que les régions administratives du sud-ouest et du littoral. Il est donc le tout premier commandant de la deuxième région militaire interarmée reconfigurée, tout comme le général de brigade Elias Tungé qui a pris le commandement de la deuxième région de gendarmerie, elle aussi reconfigurée à la faveur des décrets signés le 21 février dernier. Le ministre de la Défense est également installé dans ses fonctions. Le commandant des forces de surface, en la personne du capitaine de vaisseau Emmanuel Kenfag Ndogmo, avant que la boucle ne soit bouclée par le lieutenant-colonel Georges Christy Ngebaha comme commandant de la base aérienne de Saint de Douala et le colonel Syriac Patrice Bomo comme chef de division régionale pour le littoral du secrétaire d'État à la Défense chez les anciens combattants et victimes de guerre. À ces chefs militaires, Joseph Bettia Sommo leur a rappelé la spécificité et la sensibilité de leur zone d'action et leur a demandé d'être efficaces, ce qui passe entre autres par de maintenir la discipline au sein de la troupe. Vous devez vous employer à appréhender judicieusement et rapidement votre nouvel environnement socio-politico-économico-sécuritaire. Vous évoluez dans une circonscription couvrant en partie la façade maritime de notre pays et de la sous-région, et qui de ce fait constitue une zone de confiance de grands enjeux stratégiques. Je vous prescris de poursuivre la planification et la conduite énergique des différentes opérations dans votre zone de responsabilité. La cérémonie de prise d'armes qui avait pour cadre la place des fêtes de Douala s'est achevée par une parade militaire et a connu la participation de l'essentiel de ce que Douala compte comme autorité, ainsi que de hauts responsables du commandement militaire. Nous restons à Douala pour ces bonnes perspectives pour l'industrie et les ménages. La France accorde un financement de près de 109 milliards au Cameroun pour le transport de l'électricité dans la capitale économique. Les deux accords de financement étaient signés ce mercredi entre le ministre de l'économie Alamine Ousmane Mey et les plénipotentiaires français de la Société Générale, et c'était en présence de l'ambassadeur de France, son Excellence Gilles Thibault. Notre reporter Marie-Laurence Nké explique ici la portée de ce financement pour Douala. Le développement du secteur de l'énergie est l'un des piliers majeurs sur lesquels le Cameroun compte pour être émergent d'ici à 2035. Les deux accords qui viennent d'être conclus vont contribuer à renforcer et à stabiliser les réseaux de transport d'électricité de la ville de Douala, qui se trouve dans une situation où la demande ne fait que s'accroître. Deux accords, dont l'un est un crédit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 7 mars 2018, voici les titres du journal. Les trompettes de l'amitié entre Rabat et Yaoundé confirment l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun dans un contexte de visite des chantiers par le Premier ministre sur les sites de Garoua ce mercredi. Nous y allons dans un instant. Les trompettes d'Elekam sonnent la fin du suspense et annoncent 36 dossiers de candidature retenus pour les sénatoriales du 25 mars. Photographie générale à suivre dans ce journal. Les trompettes du 8 mars résonnent demain à travers le Cameroun. Les femmes sont en fête pour la 33e journée internationale à elles dédiée. Madame Chantal Biya, épouse du chef de l'État, présidera le défilé au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Voilà pour les titres. En ouverture du journal, regard prospectif sur un méga événement qui se prépare au Cameroun. L'Afrique culturelle et sportive est attendue chez nous dans 15 mois. La Coupe d'Afrique des Nations de football est au cœur de toutes les attentions présidentielles et gouvernementales. Et ce mercredi, le Premier ministre chef du gouvernement était sur le site de Garoua, visite des chantiers de construction et de réhabilitation des infrastructures de cette CAN 2019. De l'hôpital au stade en passant par l'aéroport, faisant le point de l'évaluation avec Danjuma Bobo Beloko à Garoua. C'est à 9h30 que le jet ayant à son bord, le Premier ministre chef du gouvernement a atterri à l'aéroport international de Garoua. Accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur Jean Abaté Edi et tout le Gotha,
politico-administratif et traditionnel, Philemon Yang entame sa visite au pas des charges par le centre hospitalier en construction à Garoua-Boclé. Puis, le cap est mis sur l'hôpital régional de Garoua et son service d'imagerie médicale. Autre étape importante de ce tour de chantier, l'hôtel Benoué, en cours de réhabilitation. Les stades d'entraînement du Sénages, de Pumpumré, du centre technique de coton sport et sa pépinière de gazon prête à être déroulée. Suit le stade omnisport de Rumde Adia en passant par Rairé. Le Premier ministre boucle son tour du propriétaire par les 2 hôtels 4 étoiles qui sortent progressivement du sol et les installations de l'aéroport international de Garoua. À chaque étape, le président du comité interministériel de préparation de la CAN a vu, apprécié, écouté, interrogé, tout en se faisant expliquer la nature des travaux, leur niveau de réalisation et les délais de livraison, pour véritablement toucher du doigt les réalités des faits. Mais au-delà, il s'est agi aussi et surtout pour le Premier ministre chef du gouvernement de remobiliser les différents acteurs, question de mettre les bouchées doubles, passer de l'état d'avancement normal des travaux à la vitesse supérieure, mettre le turbo pour tenir les délais et gagner le pari de l'organisation de la CAN Total Cameroun 2019. Et sur ce projet, il n'y a plus d'équivoque. Le Maroc soutient le Cameroun pour l'organisation de la CAN 2019. La clarification a été faite hier, mardi, à Rabat, par la Fédération royale chérifienne de football et elle vient rassurer les Camerounais, tous mobilisés autour du président Paul Biya, dans une union sacrée pour le succès de cet événement. Et c'est là une confirmation du résultat et de l'entre-gens de la diplomatie du Cameroun. Charlie Mérinos Liato. Quand 2 grandes nations africaines montrent la voie à suivre. Au nom du sport, le Maroc et le Cameroun réaffirment leur lien de fraternité, aussi vieux que l'Union africaine. Pour ceux qui en doutaient encore, la déclaration de soutien du royaume chérifien à notre pays pour l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations traduit une relation constante qui sait se manifester chaque fois que la nécessité s'impose. Une longue relation nourrie par 2 leaders qui ont la confiance de leur peuple. Le roi Mohamed VI du Maroc et le président Paul Biya du Cameroun. Au lendemain de la brillante victoire des Lions indomptables à la CAN 2017, le roi du Maroc s'empressait déjà d'adresser des vives félicitations à son homologue Paul Biya. Un geste qui cachait déjà un soutien latent et la reconnaissance pour le mérite de ce grand pays de football africain. Preuve qu'au-delà des résultats sportifs et des multiples batailles d'intérêts, la coopération entre le Cameroun et le Maroc a toujours su préserver l'intérêt des peuples. Dès à présent, ces 2 pays du continent peuvent se serrer les coudes pour l'organisation réussie d'une compétition qui grandira davantage l'Afrique aux yeux du monde. Un acte qui n'est pas isolé car la diplomatie africaine a toujours su s'exprimer en tout temps pour le rayonnement du sport. Pour l'organisation de la CAN 2015 en Guinée équatoriale, le Gabon avait mis à disposition une vingtaine de bus pour le transport des équipes. En 2013, l'Afrique du Sud a volé au secours de la Libye en reprenant l'organisation de la compétition. Cette année, c'est le Maroc qui met à contribution son expertise pour que l'organisation de la toute première CAN à 24 soit une réalité au Cameroun. La presse internationale se réjouit globalement de cette clarification apportée par le Maroc et Raphaël Koa s'est entretenu ce mercredi avec 2 observateurs du football africain. Regard croisé d'experts à suivre.